Chapitre 6. Talia Drummond. Le préfet de police, le colonel Morton, regardait la coupure de journal placée devant lui, en mordillant son épaisse moustache grise. Le chef inspecteur Parr, qui savait ce que ce geste signifiait, attendait d'un air détaché ce que son supérieur avait à lui dire. Parr était très corpulent, et si petit que l'on se demandait comment il avait pu entrer dans la police. Il avait un peu moins de 50 ans, une bonne grosse figure rouge, d'où toute trace d'intelligence et de finesse semblait absente. Ses gros yeux ronds et saillants étaient sans expression, son nez fort, ses lourdes bas-joues, son crâne presque dénudé. Tous ces traits manquaient totalement de caractère. Le préfet prit la coupure de journal. « Écoutez ceci, » dit-il. « C'est un extrait de l'éditorial du Morning Monitor. » Il lut. « Pour la seconde fois en moins d'un an, l'opinion publique est alarmée à la suite d'un crime inouï. Il est inutile de donner ici les détails que l'on trouvera plus loin. Mais il nous faut exprimer nettement notre étonnement devant l'impuissance de la police. Le chef de la sûreté, l'inspecteur Parr, qui travaille depuis plusieurs mois à éclaircir les mystères du Cercle Rouge, ne nous promet encore que de vagues révélations qui n'arrivent jamais. De toute évidence, l'état-major de la sûreté a besoin d'une refonte complète, d'éléments nouveaux, plus actifs, plus intelligents et plus jeunes. Nous espérons que le gouvernement n'hésitera pas à agir énergiquement et à porter le fer dans la plaie, même s'il faut recourir à des amputations douloureuses. « Eh bien, Parr, » grogna le préfet, « que dites-vous de cela ?» Le chef de la sûreté se frotta le menton et ne répondit rien. « Monsieur James Beardmore, » reprit Morton, « vient d'être assassiné, malgré le fait que la police eut connaissance des menaces qui pesaient sur lui. Il a été tué en vue de sa maison, et l'assassin court encore. Pour la seconde fois, nous sommes en présence d'un crime sensationnel, et je ne vous cacherai pas mon intention d'écouter les conseils de ces coquins de journalistes. Lors de la première affaire, vous aviez eu recours au conseil de ce détective privé, M. Yale. L'avez-vous revu cette fois? » « Oui. » « Et que dit-il? » »« Des tas de sottises à propos d'un homme brun qui aurait mal aux dents. »« D'où sort-il cela? » ?»« De l'examen de la douille trouvée sur le lieu du crime. Mais je ne puis prendre au sérieux ces divagations psychométriques. »« Je crains que vous ne méprisiez bien des indices qui pourraient être utiles, Parr. En tout cas, ne faites pas fi des données de Yale. Cet homme a des facultés étonnantes. Que vous ne les compreniez pas ne prouve rien contre elles. « Croyez-vous vraiment, sœur, » répondit Parr, un peu piqué, « qu'on puisse déduire, d'après une cartouche trouvée par terre, le signalement de la personne qui s'en est servie et la nature de ses pensées? C'est absurde. »« Pas tant que cela, » dit tranquillement le préfet. « La psychométrie est une science pratiquée depuis longtemps. Des gens sont doués d'une sensibilité si grande qu'ils peuvent recevoir des impressions échappant au commun des mortels. Yale est ainsi. Il se trouvait à moins de 200 mètres de l'endroit où M. Beardmore a été assassiné, » riposta Parr, « et il n'a pas arrêté le meurtrier. »« Je sais. D'ailleurs, vous non plus. Il y a quelques mois, vous m'avez fait part de votre plan d'attaque contre le Cercle Rouge, et je l'ai approuvé. Nous en attendions sans doute de trop beaux résultats. Maintenant,
Il vous faut chercher autre chose, Parr. Je suis désolé d'avoir à vous le dire. » Parr ne répondit pas immédiatement. Après un moment de réflexion, il prit une chaise et s'assit à côté du préfet, surpris. « Sœur, je vais vous dire une chose, » commença-t-il avec une vivacité qui lui était peu habituelle. « Les individus qui composent le cercle rouge sont faciles à trouver. J'en fais mon affaire si vous me donnez un peu de temps. Mais c'est la tête qui importe. Si je pouvais atteindre la tête, les membres ne compteraient plus. Pour cela, j'aurais besoin de pouvoirs plus étendus. » « De pouvoirs plus étendus ? Expliquez-vous. » »« Je vous explique. » Parr parla longuement et de telle façon qu'il laissa le préfet silencieux et un peu abasourdi. Moins d'1 heure plus tard, Parr pénétrait dans un vaste immeuble du centre de la ville. Au 3e étage, il sonna au bureau du détective Derrick Yell. Celui-ci l'attendait. On ne saurait imaginer plus violent contraste qu'entre ces deux hommes. Autant l'inspecteur Parr était massif et lourd d'aspect, autant le détective privé, mince et agile, paraissait nerveux et délicat. « Comment cela s'est-il passé, Parr ? » ?»« Plutôt mal. Le préfet m'en veut. »« Mais avez-vous découvert quelque chose de nouveau ? » ?»« J'ai retrouvé l'homme qui avait mal aux dents. Il s'appelle Sibley. C'est un marin. Il a été aperçu dans le voisinage de la villa Berdmore le lendemain du crime. Et voici un télégramme qui m'annonce qu'il a été arrêté hier pour ivrognerie et tapage. On a trouvé sur lui un Browning, qui doit être l'arme dont il s'est servi pour assassiner M. Berdmore. Vous vous rappelez que la balle retrouvée provenait d'un Browning. Parr fit un geste d'étonnement. « Comment avez-vous découvert tout cela ? » ?»« Vous n'avez pas grande confiance en mes déductions, » dit Yell en souriant. « Sans quoi je vous dirais qu'il m'a suffi de sentir la douille pour connaître l'homme qui s'en était servi. J'ai donc envoyé un de mes agents à sa recherche. Et voici le résultat, » conclut-il en montrant le télégramme. Les traits placides de M. Parr se contractèrent, ce qui n'eut pas pour effet de le rendre plus beau. « Donc l'assassin est pris, » dit-il doucement. « Je me demande cependant si c'est lui qui a écrit ceci. » Il sortit de son portefeuille un fragment de papier dont les bords étaient visiblement noircis par le feu, et le tendit à Yell. « Où avez-vous trouvé cela ?» demanda ce dernier. « Dans les cendres de la cheminée de M. Berdmore. » Le fragment provenait d'une feuille de papier déchirée en plusieurs morceaux. Il portait ces mots, tracés par une main peu sûre. « Laissez tranquille, vous laisserez tranquille. » Yell secoua la tête. « C'est du chinois pour moi, » dit-il. Il soupesa le papier sur sa paume ouverte. « Je ne ressens rien, » dit-il. « Le feu a détruit l'aura. » Parr reprit le document et le replaça soigneusement dans son portefeuille. « Je voulais encore vous dire que quelqu'un portant des souliers pointus et fumant un cigare a dû errer autour de la villa. J'ai observé les empreintes de la chaussure dans une plate-bande et trouvé de la cendre de cigare au pied d'un arbre. »« Qu'en concluez-vous » fit Yell, surpris à son tour. « Je pense que quelqu'un, voulant avertir M. Berdmore,
a écrit la note dont nous venons de voir un fragment et l'a apportée de nuit à la villa. Monsieur Berdmore a dû en prendre connaissance, puisqu'il l'a brûlée. » Un léger coup à la porte l'interrompit. « C'est Jack Berdmore !» chuchota Yell. Jack Berdmore avait le visage pâle et défait. Il serra la main de Yell et salua Parr. « Rien de nouveau, je suppose ?» dit-il à Yell. Puis, se tournant vers Parr, « Vous étiez hier à la villa, n'est-ce pas? Y avez-vous découvert quelque indice? »« Rien d'important. »« Je suis venu en ville pour voir Monsieur Froyant, » reprit Jack. « Et je dois dire que je l'ai trouvé dans un état nerveux pitoyable. » Il n'ajouta pas que, si sa visite ne l'avait pas satisfait, c'était surtout parce qu'il n'avait pas pu voir Thalia Drummond. Seul un de ses interlocuteurs devina le motif de sa si grande déception. Derrick Yell lui parla de l'arrestation du marin. « Je ne me fais pas grande illusion sur la portée de cet événement. En admettant que ce soit bien cet individu qui a tué votre père, il n'est assurément qu'un agent, un instrument, agissant pour le compte du véritable auteur des crimes du Cercle Rouge. Il nous contera sans doute la même histoire que les autres, savoir qu'il était à bout de ressources lorsqu'un inconnu l'a enrôlé au service du Cercle Rouge et lui a versé une forte somme en lui désignant une victime. Nous serons toujours aussi loin de l'éclaircissement de l'affaire. » Les trois hommes sortirent ensemble. Avant de se rendre chez l'avoué, qui s'occupait de la succession de son père, Jack accompagna Parr et Yell à la gare. Les deux détectives devaient y prendre un train pour la petite ville où l'assassin présumé était en prison. Ils passaient dans une rue fort animée lorsque Jack poussa une exclamation soudaine. De l'autre côté de la rue se trouvait une agence du mont-de-piété, et une jeune fille qui en sortait demeurait immobile au bord du trottoir. C'était la vue de cette belle créature qui avait suscité le cri de Jack. « Tiens !» s'écria Parr à son tour. « Voilà une jeune dame que je n'ai pas vue depuis plus de 2 ans. » Jack ouvrit de grands yeux. « Depuis plus de 2 ans? Parlez-vous de cette personne arrêtée au bord du trottoir? »« Mais oui, » fit Parr d'une voix indifférente. « C'est Thalia Drummond, que je soupçonne d'avoir fait partie d'une bande d'escrocs. »